Je souhaiterais maintenant vous présenter notre troisième oratrice, Mariam Chama. Merci Mariam de nous avoir rejoints. Mariam Chama est chef de projet en sciences comportementales appliquées à la Direction interministérielle de la transformation publique. Son travail consiste à traduire les méthodes des sciences cognitives et comportementales en amélioration des politiques et programmes publics. Mariam travaille également pour renforcer les politiques fondées sur la preuve et elle pilote des projets entre décideurs politiques et chercheurs. Elle est diplômée en neurosciences cognitives et a étudié les différentes manières selon lesquelles les émotions peuvent entraîner des biais de perception. Elle a également mené des recherches ici, à l'Institut du cerveau, à Paris, et l'essentiel de ses recherches a porté sur les bases neurales de la dissonance cognitive et sur les changements de préférence induits par les choix. Elle a une passion pour la recherche et a cofondé un think tank, CASMA, au sein duquel elle a développé des programmes visant à éliminer et à réduire les biais. Son but est de transformer ces découvertes en outils qui permettront d'améliorer les habitudes mentales des personnes ainsi que leurs compétences métacognitives. Merci Mariam de nous avoir rejoints. Je vous donne la parole. C'est parfait. Je suis la dernière oratrice, donc je suis la dernière entre ce séminaire et votre week-end. Donc je vais essayer d'être aussi intéressante que possible. Je porte ma veste à éléphant rose, mais je vais également essayer de trouver d'autres moyens de capter votre attention. La dernière fois que j'étais ici, c'était pour parler de mes travaux sur la post-rationalisation. Donc merci de m'avoir invité pour partager avec vous mes travaux qui visent à traduire les résultats de la recherche en politique publique. Donc tout d'abord, je souhaitais vous parler du travail que je fais, qui permet d'intégrer tout ce dont nous avons parlé depuis ce matin, comment on part de la recherche pour intégrer tout cela en politique publique afin d'avoir des interventions efficaces. Ensuite, je vais vous dire ce que l'on sait en matière de politique de genre et ce qui fonctionne. Donc, on a commencé la journée à parler de stéréotypes et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des choses très puissantes qui s'opèrent dans nos cerveaux. Et comme on l'a dit plus tôt, notre cerveau est une machine statistique extraordinaire qui essaye d'intégrer des informations de tout ce qui nous entoure. Cela veut dire extraire de l'information très rapidement et c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé pendant ma maîtrise et pendant ma thèse. Et en quelques millisecondes, nos cerveaux extraient des émotions, forment des impressions et il est très difficile de combattre ces premières impressions, qui sont parfois très utiles. Mais le problème, c'est que ces premières impressions sont quelquefois si fortes qu'elles nous amènent à voir des choses d'une manière totalement différente de ce qu'elles sont. Je pense que vous connaissez tous cet échiquier et vous savez sans doute tous que la case A, ici, qui semble être plus foncée que la case B, si vous les voyez exactement de la même manière, on peut se parler tout à l'heure. Mais la plupart d'entre vous voyez la case A plus foncée que la case A, alors que ce sont exactement les mêmes. Et il a fallu que nous imprimions cela pour un ministre qui ne voulait pas nous croire. Donc il a fallu qu'on imprime, qu'on découpe la case A et la case B pour prouver que c'était les mêmes. Ce qui est intéressant ici, c'est que notre cerveau fait plusieurs opérations à la fois. Donc on sait d'abord que sur un échiquier, vous avez une alternance de cases blanches et noires. Ensuite, vous avez cette ombre qui se projette sur la case B et on sait que les choses qui sont dans l'ombre sont en général plus sombres que ce qu'elles sont en réalité. Donc vous avez cette petite correction très rapide qu'opère notre cerveau
Et je ne peux que souligner combien il est extraordinaire que notre travaux travaillent aussi rapidement. Mais ici, ça nous amène à voir des choses qui sont différentes de ce qu'elles sont en réalité. Donc, je vais être très précautionneuse en établissant des parallèles ici entre cela et les biais de genre, mais parce que les choses sont différentes, bien entendu. Mais qu'est-ce qui nous empêche de voir la case B de la bonne couleur ici? Donc, c'est euh, ce que je vais essayer de voir en vous parlant du travail que je fais, et ensuite je reviendrai aux questions de genre. Ici, une petite histoire pour vous montrer comment le domaine dans lequel je travaille, à savoir les sciences cognitives appliquées aux politiques, comment ça a commencé. Pendant très longtemps, on a commencé à étudier la rationalité humaine et cela a été réalisé par des économistes, selon l'idée que les êtres humains font des choix en pesant les coûts et les bénéfices, et vous aviez la théorie du coût rationnel qui a prédominé pendant de nombreuses années, jusqu'à des études récentes en sciences cognitives et en sciences comportementales qui ont commencé à apporter des nuances à cette idée selon laquelle les êtres humains sont tous très rationnels. Et ça a commencé avec le travail de Herman sur les limites de la rationalité, qui dit que peut-être qu'on n'a pas une rationalité illimitée, que nous avons d'autres phénomènes qui entrent en considération. Et cela a ouvert la voie à d'autres types de recherches qui se sont portés sur ce que sont ces éléments qui nous empêchent de prendre les décisions les plus optimales et pourquoi est-ce que certaines de nos décisions sont prises à l'encontre de notre intérêt, pourquoi nous procrastinons. Par exemple, nous ne faisons pas de sport alors que nous savons que c'est bon pour notre santé. Pourquoi nous ne sommes pas très stables dans les choix que nous faisons par rapport à ce que nous savons. En 2017, dans les années 70, pardon, il y a eu différents travaux, dont ceux de Kahneman, qui ont montré les différentes manières selon lesquelles nos décisions, nos perceptions, nos comportements de prise de risque, nos jugements sont perturbés par des biais cognitifs, sont entravés par des biais cognitifs. Alors je caricature un petit peu, mais ce patchwork d'études qui montre qu'il y a sans doute des choses pour lesquelles il faut que nous apportions un correctif que l'on appelle des interventions, parce que notre cerveau ne fait pas forcément des choix rationnels et optimaux. Tout cela s'est apparu dans les années 70. Bon, je vais revenir là-dessus, mais n'oubliez pas que, en même temps qu'on a travaillé sur les biais, en Allemagne, des chercheurs ont travaillé sur le fait que peut-être ces biais ne sont pas des biais au sens où négatif, mais que ce sont peut-être des adaptations qui, en réalité, nous sont utiles pour aborder le monde de la manière la plus optimale. Les travaux de Daniel Kahneman et de Amos Tversky a ouvert la voie à des gens comme Sunstein et Richard Thaler qui ont écrit un ouvrage qui s'appelait Nudge, qui a attiré l'attention de plusieurs décideurs politiques partout dans le monde. Et l'idée de ce nudge, le nudge, c'est simplement pousser les gens dans la bonne direction. Ils en donnent une autre définition un peu plus large. Ils disent que c'est tout aspect d'une architecture de choix et qui permet de déterminer de manière prévisible les comportements des gens sans éliminer aucune option. Donc cela regarde comment les êtres humains prennent des décisions. Et quand on travaille là-dessus, peut-être qu'on peut influencer cette prise de décision. Par exemple, si vous arrivez au restaurant d'entreprise, vous avez faim et vous allez prendre la première chose qui est devant vous. Et si la première chose que je mets devant vous, ce sont les burgers, vous allez prendre un burger. Mais si je change l'architecture et que je vous présente la salade en premier, peut-être serez-vous plus incliné à prendre une salade.
Donc l'idée, c'est que dans la mesure où on a des biais dans différents domaines, et parce que ces biais sont très puissants, et parce qu'on ne peut pas se fonder simplement sur l'information, parce qu'on ne peut pas éduquer les citoyens sur tous les sujets, il est important de changer les environnements dans lesquels dont nous comportons pour éliminer une certaine charge dans la prise de décision qui doit être prise par les citoyens. Donc c'est ça l'idée de départ de Nudge, et ce livre devait s'appeler Paternalisme libertaire, ce qui vous donne une idée de l'idéologie derrière tout ça, mais ils se sont dit, bon, ce n'est pas un titre très sexy, ça ne va pas être vendeur. Et avec ce nouveau titre, Nudge, ils ont réussi à attirer l'attention de beaucoup de décideurs politiques, et maintenant vous avez beaucoup de projets qui tiennent compte de ces enseignements. Donc, je vais vous montrer les exemples et vous montrer comment on est passé de ces coups de pouce à l'utilisation de la recherche dans l'établissement de politique. Ici, un exemple de coup de pouce que je trouve très intéressant parce que j'aime beaucoup les illusions optiques. Donc, ici, c'est franchement très intéressant. Vous avez cette route au bord du lac à Chicago. Il y a beaucoup d'accidents parce que les gens regardent le paysage et beaucoup d'interventions ont été essayées qui n'ont pas fonctionné. Et la ville de Chicago essayait de trouver un moyen de réduire le nombre d'accidents. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tracé des lignes sur la voie, sur la chaussée, et ces traits se rapprochent. Donc quand vous conduisez, au niveau de votre système visuel, les gens ont l'impression qu'ils vont très vite et du coup automatiquement ralentissent. Et cette intervention, qui n'est qu'un exemple de coup de pouce en fait, a permis de réduire les accidents de la route de 36%. Donc c'est un truc qui permet d'utiliser l'illusion visuelle pour notre bien. Pour que vous compreniez mieux l'idée du coup de pouce ou du nudge, je vous donne des exemples très simples, hein, mais ça peut prendre des formes beaucoup plus complexes. Ici, vous avez deux exemples. L'un, c'est une intervention menée par une équipe qui existe au Royaume-Uni et qui travaille auprès du Premier ministre, et Chloé Chambreau, qui est membre de cette équipe, est parmi nous. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les lui poser directement. Mais l'intervention consistait à ajouter une phrase qui encourageait les gens à payer leurs impôts dans les temps, en leur rappelant la norme, parce que on leur disait 98% des personnes payent leurs impôts dans les temps. Si vous êtes en retard, c'est que vous êtes hors la norme. Cela a augmenté le taux de conformité et cette intervention, c'était vraiment un tout petit changement qui a eu un énorme impact. Une autre entreprise d'électricité qui a modifié la façon de présenter ses facteurs en présentant votre consommation par rapport à celle de vos voisins les plus efficaces en termes de consommation d'énergie. Et ça a été également très, très efficace. Et par contre, pour les clients les plus efficaces, ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans les meilleurs de la classe. Ils ont commencé à augmenter leur consommation d'énergie. Et là, il a fallu que la société d'électricité modifie la façon de communiquer. Ensuite, quand vous avez le cas de médecins qui surprescrivent des antibiotiques, ça ne peut pas être géré par la législation. Donc, il faut communiquer avec eux pour leur faire prendre conscience de leur surprescription d'antibiotiques. Et le ministère de la Santé a commencé à envoyer des courriers en leur montrant où ils se situaient par rapport à la population générale des médecins généralistes, et cela a permis de réduire considérablement la prescription d'antibiotiques au Royaume-Uni. Et
Vous voyez qu'il y a plusieurs projets en cours dans différents pays. Par exemple, modifier les horaires de début de cours chez les adolescents, parce qu'on sait que les adolescents, eh bien, ont des cycles de sommeil qui sont très différents. Et le fait de simplement changer les horaires leur permet de ne pas abandonner l'école. Changer la manière dont les gens économisent pour leur retraite. Vous avez des gens qui se sont vus décerner le prix Nobel pour avoir démontré que simplement donner un coup de pouce aux gens pour modifier la manière dont ils économisent permet des gains très très importants pour les personnes pour préparer leur retraite. Donc ici, ce sont des exemples de coups de pouce qui ont été mis en œuvre dans les années 2010, donc tout au début. Maintenant, les choses ont un petit peu évolué, les interventions ne sont plus aussi simples, elles sont beaucoup plus complexes et les recherches expérimentales nécessitent près d'un an de travail et ensuite les interventions deviennent plus sophistiquées. L'un des aspects de ce que je fais qui s'est beaucoup développé au cours des dernières années, c'est l'idée de mener des essais randomisés pour voir ce qui fonctionne. Et la raison en est que, tout d'abord, les recherches sur les êtres humains sont peu prises en compte dans les politiques publiques et on met beaucoup de choses en place sans tester. Imaginez, vous êtes décideur politique, vous voulez résoudre un problème de parents qui amènent leurs enfants en retard à l'école. En tant que décideur politique, vous allez vous dire la solution la plus intuitive, c'est de leur faire payer une amende. Vous infligez une amende, les parents arrivent à l'heure. C'est magique. En réalité, quand on a testé cela, non seulement ça n'a pas marché, mais les parents ont même commencé à arriver encore plus en retard parce que eh bien, le sentiment de culpabilité disparaît. Ok, je suis en retard, je paye une amende. Et ensuite, l'amende n'était pas très élevée. Donc, c'était intégré comme un service. Ok, j'arrive une demi-heure en retard, je paye tant, une heure en retard, je paye tant. Donc, c'était perçu comme un service plutôt que comme quelque chose qui dissuade le comportement. Donc, le comportement humain peut être très contre-intuitif. Et vous avez des décideurs politiques qui vont penser, bon, bah, telle ou telle mesure va marcher. Or, ce n'est pas le cas. En Suède, par exemple, quand ils ont modifié le système de don du sang, et quand les gens ont commencé à être payés pour donner leur sang, beaucoup moins de personnes ont donné leur sang parce que la motivation n'était plus du tout la même. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte au niveau de la psychologie humaine pour améliorer les choses. Et deuxièmement, non seulement il faut tenir compte des comportements, mais il faut également être en mesure de tester à petite échelle pour voir s'il n'y a pas d'effets secondaires avant de déployer une mesure au niveau de tout un pays. Donc, si je devais résumer ce que je fais, eh bien, c'est que si l'on regarde les outils classiques, traditionnels que l'on utilise pour mettre en place des politiques, ça passe en général par les taxes, mais pour qu'une politique fonctionne, qu'il s'agisse d'une politique de recyclage, de sécurité routière, etc., il faut qu'elle se cible sur les comportements humains. Et mon travail consiste à intégrer la recherche sur le comportement humain pour que les politiques soient améliorées. Mon travail consiste également à tester les interventions avant qu'elles ne soient déployées à grande échelle. Je vais arrêter de vous parler de ce que je fais pour vous parler maintenant de la question du genre, mais ce que je voulais vous dire, c'est que l'OCDE, désormais, je crois que les derniers chiffres, c'est que l'OCDE a recensé 300 unités telles que la mienne à travers le monde. Et nous avons une délégation interministérielle, mais dans d'autres pays, vous pouvez avoir des délégations qui travaillent avec chaque ministère indépendamment. Pour notre part, nous travaillons avec le ministère du Service public, mais nous sommes également en partenariat avec une équipe qui travaille les sciences cognitives et comportementales et nous travaillons avec l'agence de
sciences comportementales. Nos projets ne portent pas nécessairement sur le genre, mais je vais cependant vous parler du genre, ne vous inquiétez pas, hein. Mais nous travaillons sur la protection des consommateurs, sur le fait que les jeunes puissent rejoindre le monde du travail dans de meilleures conditions. On travaille sur les stéréotypes vis-à-vis du handicap avec Pôle emploi. Nous travaillons également sur des sujets environnementaux, l'étiquetage des produits électroniques, encourageant les gens à les réparer, exposition des enfants aux écrans. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les domaines, mais on pourra y revenir tout à l'heure si vous avez des questions sur les domaines politiques que nous traitons. Pour conclure sur ce point, je voulais dire quelques mots sur le genre. Nous n'avons pas mené de projet spécifique sur ce sujet, mais quand j'ai rejoint l'équipe en 2016, et entre 2016 et 2017, j'ai participé plus en tant qu'observatrice à un projet d'évaluation d'action qui avait été mené en France en faveur de la diversité sur le lieu de travail. Et ce qui était assez frappant dans ce rapport, c'est la quantité de détails, ou le niveau de détail au niveau duquel il faut travailler pour contrer les biais de genre. Je ne sais pas si vous avez lu ce rapport, parce qu'il est assez long, mais si vous imaginez que ceci est un tissu, vous allez vous rendre compte que chaque fil est un biais et qu'il va falloir tout démêler. Qu'il faut travailler sur les biais de genre dans les algorithmes au téléphone, dans nos téléphones. Je disais, c'est quand même incroyable que sur la carte vitale, les femmes soient numéro 2 et pas numéro 1. Donc ça va dans tellement de détails qu'on ne sait absolument pas par quoi commencer dès lors que l'on veut contrer les biais de genre. Autre chose frappante dans ce rapport, c'est qu'au départ, lorsque j'ai commencé à parler aux évaluateurs qui travaillaient sur le sujet, j'avais une forte intuition du fait que les programmes de diversité pourraient être efficaces. Après tout, qu'est-ce qui allait mal se passer si on demandait aux agents de Pôle emploi de rejoindre un atelier sur les stéréotypes de genre? Et de ce qui a été présenté aujourd'hui et de toutes les données qui sont ressorties au cours des dernières années, on s'est rendu compte que ça pouvait être contre-productif et que quelqu'un qui va suivre un atelier diversité va ensuite se sentir immune aux biais de genre. Donc, même si intuitivement quelque chose semble fonctionner, c'est l'essence de ce que je fais, il faut essayer de contrecarrer ces intuitions et de dire, OK, même si intuitivement j'ai le sentiment que ça va fonctionner, il faut que je teste et que je vois ce qui va se passer en réalité. Et c'est ce qu'on a beaucoup fait dans les dernières années, et ce depuis 2017. Donc c'est très encourageant de voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup progressé sur une période de temps relativement courte. Donc je voulais vous montrer maintenant deux expériences qui ne sont pas réalisées par notre équipe, mais ici vous avez une équipe qui a un programme qui s'appelle le programme Gabi, et je voulais vous proposer également l'ouvrage d'Iris Bonnet qui informe la prise de décision politique. La raison pour laquelle j'ai choisi ces deux exemples, eh bien, ce n'est pas parce que ce sont les deux exemples les plus importants, mais c'est pour vous montrer qu'il faut travailler sur tous les détails et que les petits détails comptent et qu'il faut également tenir compte du contexte. Parce que dans certains contextes, des choses vont fonctionner, dans d'autres, elles ne vont pas fonctionner. Par exemple, nous avons travaillé sur la présentation des CV pour permettre aux gens de retrouver un emploi. L'idée ici, c'est une expérience qui a été mise en œuvre par notre équipe de projet. On a vu que les recruteurs, en fait, passent très peu de temps à lire un CV. Et l'idée était que peut-être la manière dont l'information est présentée dans un CV est plutôt importante. Donc, nous savons que 80%
des personnes qui retournent en emploi après une pause, ce sont des femmes, parce qu'elles ont eu des enfants, etc. Et là, on a testé, dans le cadre d'un essai randomisé, on a envoyé 90 CV à des offres réelles et on a comparé entre quatre présentations différentes de CV. Soit des CV avec des trous, sans explication, des CV sans trous, des CV avec trous mais explication, ou des CV sans date. Et au lieu de donner des dates, 2013, 2016, j'ai fait ceci, etc., tout cela a été présenté sous forme d'expérience. 3 ans d'expérience dans tel poste, etc., etc. On a testé dans le cadre d'un essai randomisé et les résultats montrent que si vous présentez vos postes passés en termes de nombre d'années d'expérience, vous avez un feedback positif supérieur de 15%. Donc c'est quand même assez étonnant de voir qu'avec un si petit changement dans la manière dont l'information est présentée, on peut obtenir un tel résultat. Donc c'est vraiment pour vous montrer que le diable se cache dans les détails. Autre chose que nous savons depuis les années 70, depuis les auditions en aveugle au sein d'un orchestre, et c'est là qu'on s'est rendu compte que quand les auditions étaient réalisées en aveugle, les femmes étaient plus recrutées au sein d'un orchestre, et c'est dans les années 70 que les CV anonymisés sont devenus populaires. Et on s'est dit, eh ben, peut-être faut-il éliminer toute information sur l'âge, le genre, l'ethnicité, etc. des CV. On s'est dit, bah, puisque ça fonctionne pour les orchestres, il n'y a pas de raison, si vous retirez le genre d'un CV, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Or, les données montrent que oui, ça présente beaucoup d'avantages, ça empêche la discrimination au début de la sélection. Cela permet également d'avoir plus de candidats de minorité et cela signale qu'en tant qu'entreprise, vous êtes prêt à vous attacher aux compétences plutôt que sur le genre. Mais quand on a testé cela dans différents contextes, on a vu que cela ne réduit la discrimination que lorsque la discrimination est élevée, mais que dans les contextes où il n'y a pas de discrimination ou dans lesquels la discrimination est faible, l'effet n'est pas aussi important. Et c'est vrai que ça peut éliminer les biais dans les premières phases de sélection, mais la discrimination est simplement reportée à des phases ultérieures du processus de sélection. Il peut aussi y avoir un problème quand l'identité du candidat n'est pas connue parce que là, le candidat a moins de moyens de corriger certaines informations qu'il voit sur un CV. Par exemple, si ils ne sont pas au courant du contexte socialement défavorable d'une personne, ou s'ils ne savent pas que telle ou telle personne est d'origine immigrée, il va leur être difficile d'expliquer leur inexpérience dans le monde du travail ou leur maîtrise approximative de la langue française, parce qu'ils n'ont pas cette information. Donc tout cela a été mené à Pôle emploi par JPAL. JPAL est un laboratoire d'évaluation très compétent. Et le message que je voulais vous faire passer avec cette diapo, c'est que oui, certaines interventions peuvent fonctionner, mais il est difficile de dire que toutes les interventions vont fonctionner dans tous les contextes, parce que les contextes sont spécifiques et il faut tenir compte de ces spécificités. Et même lorsque l'on mène des expériences et que l'on démontre que telle ou telle chose fonctionne, on ne peut pas dire que telle intervention qui fonctionne dans tel contexte fonctionnera dans tous les contextes. Autre chose que je voulais signaler, c'est que dans certaines entreprises, on a même laissé tomber les CV. On évalue les compétences parce que de toute façon, les recruteurs passent tellement peu de temps à lire les CV qu'on s'est dit que finalement, on n'en avait plus besoin. Donc, pour conclure cette journée, et j'espère que vous êtes encore bien réveillés pour la table ronde qui va suivre, mais je voulais vous dire que le rapport dont je vous parlais au début de ma présentation,
qui résume les actions qui sont efficaces. Alors, je sais que c'est peut-être pas très clair ici, mais vous allez pouvoir lire le rapport pour voir quelles sont les actions qui ont été testées, répliquées, qui se sont avérées efficaces. Vous allez voir également les actions prometteuses, car elles fonctionnent très bien dans certains contextes, mais il faut faire attention au contexte. Et ensuite, les actions telles que les formations de diversité, qui fonctionnent, mais dans des contextes très spécifiques et qui peuvent avoir des effets inverses très forts, et donc des actions auxquelles il faut être très attentif. Voilà, tout cela est très bien résumé dans ce rapport, et dans ce rapport, vous allez également voir toutes les études qui ont été menées pour chacune des actions, ce qui vous prouve la robustesse des faits qui ont été découverts. Maintenant, pour conclure, je voulais reprendre la façon assez optimiste de voir les choses d'Iris Bonet. Et l'idée ici est de dire que pour améliorer l'égalité entre les genres, il faut débiaiser les systèmes et non pas les personnes. Et nous avons besoin de travailler à partir de preuves rigoureuses de ce qui fonctionne. Nous savons que quand on travaille à partir des comportements, on peut créer des organisations et des sociétés plus justes et meilleures. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais ça va permettre de faire bouger le curseur, et quelquefois à des coûts très modiques et très rapidement. Maintenant, un grand merci aux organisateurs de m'avoir invité ici pour une journée aussi passionnante où j'ai beaucoup appris. Merci pour votre attention.